Il voulait qu'on sache qu'il était un dangereux criminel notoire. Il a trouvé quelqu'un de méchant et prêt à l'aider. Il la mettait à l'épreuve en lui demandant « Resteras-tu à mes côtés même si je commets ces terribles crimes ?» Hello, police. Yeah, my daughter and her husband are missing. We've been looking... 16 juillet 2006. Rongé d'inquiétude, le père de Melissa Barrels appelle la police de New Baltimore, au Michigan. Les parents de la jeune femme nous ont dit qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles d'elle ce jour-là. Ils lui parlaient presque tous les jours, soit au téléphone, soit en personne. Sa femme et lui sont particulièrement inquiets, car leur fille est enceinte. Et leur gendre a laissé un message troublant sur leur répondeur. Elle a eu un problème avec sa grossesse et il l'a amenée à l'hôpital. Ils ont tenté de retrouver Melissa et Scott presque toute la journée. Ils contactent tous les hôpitaux de la région, mais aucun n'a reçu leur fille. Ils se rendent ensuite chez Melissa, où ils trouvent un mot indiquant qu'ils sont partis pour l'hôpital. Puis, ils ont appelé la police car ils croyaient que quelque chose clochait. Le répartiteur envoie 2 agents sur les lieux. Les agents se sont rendus chez elle. Ils ont vu le mot. Puis, ils ont constaté que la porte avait été forcée. Il y avait à l'intérieur de la maison beaucoup de débris de construction et plusieurs sacs et boîtes de déchets. Dans la salle de bain, ils ont trouvé des éclaboussures de sang. Il régnait aussi une forte odeur d'eau de javel, ce qui laissait croire que quelqu'un avait tenté de nettoyer les traces d'un crime. Leurs soupçons sont confirmés lorsqu'ils inspectent la pièce que les Barrels avaient commencé à aménager en chambre d'enfant. L'un des agents a déplacé une pile de débris et il a aperçu des pieds. Nous avons soigneusement retiré les débris et nous avons trouvé 2 corps qui avaient été recouverts de plastique et entourés de rubans adhésifs, un peu à la manière d'une momie. L'homicide des Barrels semblait être tiré tout droit d'un cauchemar. L'homme avait été sauvagement battu. On l'avait ligoté avec une rallonge électrique et on lui avait enfoncé une guenille dans la bouche, recouverte de rubans adhésifs. Il avait de graves lacérations sur le dessus du crâne. Il avait aussi une ceinture autour du cou. On l'avait enroulé dans du plastique et du ruban adhésif couvrait près des 2/3 de son corps. La femme n'avait pas subi de blessures au corps, mais il était évident qu'on l'avait étranglée. Elle aussi était enroulée dans du plastique et couverte de rubans adhésifs. On emmène les corps à la morgue et l'enquêteur Stevens entreprend l'inspection des lieux du crime. Je les connaissais un peu. Je savais qu'ils ne buvaient pas beaucoup. Et la première chose qui a attiré mon attention, c'était une boîte dans la cuisine qui contenait une caisse de 6 bouteilles de bière vides. Mais ce n'est pas tout. Il trouve aussi une crosse d'arme à feu brisée, plusieurs seringues usagées et des reçus de la pharmacie du coin. L'un des reçus indique l'achat de rubans adhésifs. Il a été imprimé à 3 heures du matin ce jour-là. Quelques effets personnels ont aussi disparu.
Les pièces d'identité des 2 victimes, leur certificat de naissance, leur carnet bancaire, un petit coffre-fort personnel et leur véhicule. Le médecin légiste confirme que les corps sont ceux de Scott et Melissa et qu'ils ont été assassinés le matin même. Ils ont été étranglés avec une ceinture et asphyxiés à l'aide d'un sac de plastique. Scott a aussi été sauvagement battu. Melissa était enceinte de 10 semaines. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit de l'œuvre d'un psychopathe. La marque de commerce des psychopathes, c'est qu'ils ont tendance à être très impulsifs et ils ont souvent un passé criminel. Ils ont aussi tendance à être très irritables. Ils s'emportent facilement et se mettent en colère. Mais avant tout, ils n'ont aucune empathie. Les Barrels n'avaient aucun ennemi connu. Et aucun indice ne laisse deviner la raison de ce meurtre barbare. Scott et Melissa forment un très beau couple. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Tout le monde était heureux de leur mariage. Ils vivaient le rêve américain. Ils venaient d'acheter cette maison et ils y travaillaient tous les jours pour en faire leur demeure de rêve. Ils étaient excessivement heureux que Melissa soit enceinte de leur premier enfant, tout comme l'étaient les futurs grands-parents. Leurs parents et amis étaient très fiers d'eux. Lui travaillait dans une usine et elle dans une épicerie. Ils allaient à l'église tous les dimanches. C'était un couple tout ce qu'il y a de plus normal. Les enquêteurs se rendent à la pharmacie d'où proviennent les reçus trouvés sur les lieux du crime. Moins d'1 heure après les meurtres, les caméras de surveillance ont filmé un individu qui achetait du ruban adhésif. Les enquêteurs croient que c'est ce ruban qui a servi à momifier les cadavres. À 3 heures du matin, il ne s'y passe pas grand-chose. La vidéo montre la suspecte entrer par la porte principale. Elle est bien en chair. Elle fait environ 1,70 m. Elle s'adresse à la caissière, qui lui montre où se trouve le ruban adhésif, et elle va en chercher quelques rouleaux. La caissière n'a pas semblé la trouver bizarre. Elle n'était pas nerveuse. Elle ne semblait pas troublée. Les policiers décident de diffuser la vidéo. Pour nous, la meilleure chose à faire était de la transmettre aux médias et de leur dire qu'il s'agissait d'une suspecte dans une affaire de double meurtre ici à New Baltimore et que quiconque pouvait identifier cette personne devait nous contacter. Très vite, après moins d'une journée ou une journée et demie, nous avons commencé à recevoir des appels. Nous avons reçu un appel d'un homme du comté de Lapeer qui nous a déclaré qu'il était certain qu'il s'agissait de Samantha Baczynski, la fille de sa conjointe. Il a affirmé qu'elle portait le chandail avec lequel on la voit presque tous les jours. Il était absolument certain que c'était elle. Les policiers fouillent les antécédents judiciaires de Samantha Baczynski, 19 ans, mais ne trouvent rien. La violence du crime nous portait à croire que plus d'une personne était impliquée. Nous soupçonnions qu'il y avait au moins une personne de plus, et probablement un homme. On craint aussi que les meurtriers soient toujours à la recherche de nouvelles victimes. On savait qu'on avait affaire à des gens qui n'hésiteraient pas à commettre d'autres meurtres. En février 2006, la police de New Baltimore, au Michigan, enquête sur le meurtre brutal d'un couple de jeunes mariés. New Baltimore est la ville dortoir typique. Puisqu'elle est située sur les berges du lac Sainte-Claire, elle a une atmosphère un peu maritime. Ce n'est pas une ville huppée, mais on y trouve de jolies petites maisons. C'est une communauté tranquille où il ne se passe jamais rien. Ce meurtre a eu un impact énorme, ça a ébranlé tout le monde. Ça faisait environ 4 ou 5 ans qu'il n'y avait pas eu d'homicide.
Et l'avant-dernier remontait à au moins 40 ans. Ça a tout de suite fait un tollé dans la petite ville. C'est une communauté qui se considère très unie et ce crime horrible les a vraiment terrorisés. Tous les commerces de la rue ont apposé une affiche en souvenir de Scott et Melissa et quelques mots d'encouragement pour leur famille. Un reçu d'achat trouvé sur les lieux du crime mène les enquêteurs à Samantha Baczynski. Samantha naît en 1986 à Imlay City, une petite ville située au nord de Détroit, où elle vit avec sa mère et son frère cadet. Elle a grandi à la campagne, dans une famille instable. Son père avait été incarcéré pour un crime sexuel. Il est toujours en prison lorsque Samantha, une première de classe, termine l'école secondaire. Je me rappelle qu'elle avait été très triste de voir que personne n'était venu à la cérémonie de remise des diplômes. C'était une grande réussite pour elle et aucun membre de sa famille n'y assistait. Elle se destine à la profession d'infirmière et travaille dans une résidence pour personnes âgées. Baczynski aide les autres, sans savoir qu'elle a elle-même besoin d'aide. C'était une personne solitaire et taciturne. Nous avons fouillé sa chambre et nous y avons trouvé des poèmes plutôt noirs. Elle avait un côté sombre. Les policiers se demandent si ce côté sombre ne serait pas exacerbé par son nouveau petit ami, Patrick Salepak. C'était un beau jeune homme baraqué qui soudainement a commencé à lui témoigner beaucoup d'attention. Il était dans la fin de la vingtaine, elle n'avait que 19 ans et elle est tombée sous le charme. Salepak a passé la majeure partie de sa vie d'adulte derrière les barreaux. Ses antécédents comprennent des vols qualifiés, des larcins et des manquements aux conditions de sa libération conditionnelle. Il a aussi tenté de s'évader de prison. Patrick Salepak naît en 1978 à Chesterfield, au Michigan. On dit qu'il avait une relation très difficile avec sa mère. Listen to you. What am I supposed to listen to? Listen to you going out, jogging, doing drugs. Where are you going to go, Patrick? Who's going to support you? Alors que Salepak a 17 ans, sa mère déménage au Mississippi et laisse sa garde à sa sœur aînée. Il tente de l'aider à élever ses deux jeunes enfants, mais sombre rapidement dans l'alcoolisme et la toxicomanie. À l'âge de 18 ans, Patrick a commis un vol qualifié. Il a fait 8 ans de prison pour ce crime. Selon sa famille, ça l'a beaucoup affecté. Avant la prison, c'était un garçon normal, mais à sa sortie, il détestait le monde. C'était un assez bel homme et vous pouvez imaginer ce qui lui est arrivé en prison. Tout en prison est une question de pouvoir. Qui le détient, qui ne le détient pas, qui peut être exploité et qui peut exploiter les autres. Ça peut aller des choses les plus anodines, comme la nourriture à la cafétéria, aux faveurs sexuelles et aux agressions sexuelles, et ainsi de suite. Plus les détenus ont l'air dur, moins ils sont susceptibles de se faire agresser et plus ils peuvent profiter des autres. Il se sentait bien en prison. Après quelque temps, il s'est habitué à cet environnement et il a réussi à bien y fonctionner. Salepak est libéré sous condition en juin 2005. Il commence alors à présenter des tendances psychopathes. Il cherchait des gens à exploiter, des gens qui pourraient flatter son ego. C'est typique des personnalités psychopathes. Il cherche des gens qui sont disposés à jouer la victime et à être exploités. Et Samantha avait ce profil. Elle se laissait charmer par ses attentions et son baratin. Salepak sait s'y prendre avec les femmes et a souvent plusieurs copines à la fois. Patrick a connu Samantha sur Internet en clavardant. À l'époque, il fréquentait une autre femme. Il se voyait un peu comme un Don Juan. Un Don Juan qui s'emporte facilement. Il agresse sauvagement sa première petite amie et tente de l'étrangler.
L'étranglement a deux fonctions. D'abord, c'est une démonstration physique qui signifie « je ne peux pas te battre avec mes mots, mais je peux te faire taire ». Mais certains hommes sont aussi excités à la vue de quelqu'un qui meurt lentement, sans espoir de s'en sortir. Salopak est renvoyé à la prison du comté. Patrick Salopak avait été arrêté pour violence conjugale. Et il nous a dit qu'il buvait, qu'il consommait de la cocaïne et qu'il fumait de la marijuana. Si la commission des libérations conditionnelles avait entendu le cas de Patrick Salopak, il serait sans doute retourné en prison pour 5 autres années. Mais l'audience de la commission des libérations conditionnelles n'a pas lieu. Et Salopak est libéré en raison d'un détail technique. Pour Samantha, cette journée restera gravée dans sa mémoire pour plusieurs raisons. Ils se sont fiancés et ils ont fêté en commettant une série de vols à main armée. Ils ont volé des pistolets d'un magasin d'articles de sport. Patrick Salopak a aussi intimidé les employés. Il a saisi leur permis de conduire pour tenter de les dominer psychologiquement. Samantha menait une vie très ordinaire avant de rencontrer Patrick. Ça a mis un peu de piquant dans sa vie quand Patrick a commencé à l'impliquer dans sa vie de criminel. Ils ont dévalisé plusieurs commerces de restauration rapide. Ils ont parcouru le Michigan un peu à la manière de Bonnie and Clyde. Ils commettaient des vols et ils s'éclataient. Il la mettait à l'épreuve en lui demandant « Resteras-tu à mes côtés même si je commets ces terribles crimes ?» Et elle a visiblement réussi ses tests de loyauté. Mais 2 jours après la découverte des corps de Scott et de Melissa, il y a du nouveau. La voiture des victimes est retrouvée à Détroit. Ils ont abandonné la voiture, les clignotants et les essuie-glaces en marche. Sur le siège arrière, il y avait un coffre-fort qui contenait le portefeuille de Melissa, sa carte de guichet automatique et d'autres effets personnels. Les policiers trouvent des certificats de naissance, du courrier et des papiers personnels, ce qui pourrait expliquer pourquoi le couple a été assassiné. Ils voulaient voler l'identité de Melissa et Scott Barrows. En février 2006, les policiers de New Baltimore, au Michigan, recherchent 2 suspects dans une affaire de double meurtre. Patrick Salopak, un ancien détenu, et sa jeune fiancée, Samantha Baczynski. Les médias ont présenté ce jeune couple de meurtriers en cavale comme des Bonnie and Clyde. Non seulement la population était prise de peur, mais tout le monde était rivé à son téléviseur pour savoir quand la police les retrouverait. À Owasso, une ville située à 150 km de là, les suspects arrivent chez Tara Bachman, une amie de Baczynski. Mais ils n'y resteront pas longtemps. Hey, happy birthday. Yeah. That sounds like fun. Yeah, Samantha and her new boyfriend Patrick are over. Yeah, Samantha Baczynski. What? En parlant à un ami au téléphone, elle a appris qu'ils étaient recherchés pour meurtre. Il lui a dit « Savais-tu que Samantha et Patrick sont recherchés pour meurtre ?» Et elle a dit qu'elle l'ignorait. Elle est devenue très nerveuse et elle a décidé de s'en aller au plus vite. Elle leur a fait croire qu'elle avait un entretien d'embauche dans un hôtel d'Owasso. Et les 3 se sont rendus à cet hôtel.
Lorsqu'ils sont arrivés, Patrick et Samantha étaient très fatigués. Ils se sont endormis dans le stationnement. Tara Bachman est entrée dans l'hôtel et elle a signalé à la réception que Patrick et Samantha étaient dans une camionnette dans le stationnement et qu'ils étaient recherchés pour meurtre. Put your hands up in the vehicle, both of you guys. Put your hands up. Driver, let me see your hands out the window. Driver. Samantha était assise du côté passager et Patrick était allongé, la tête sur ses cuisses, endormi. Put your hands up where I can see them. Passengers, put your hands up where I can see them. Open up the door with your hands from the outside. And keep your hands up in the air. Turn away from the sound of my voice. Go to your left. Go ahead and cuff the driver. You got some evidence in the back of the truck. À l'arrière de la camionnette, il trouve un étrange paquet, un autre corps momifié, congelé par l'air glacial. Il n'essayait même pas de s'en débarrasser, il le transportait avec lui. Ça en dit long sur son côté pervers. C'était son trophée. La série de meurtres commis par Buczynski et Selepak pousse plusieurs autorités policières à se joindre à l'enquête. La camionnette est enregistrée au nom de Fred Johnson, résident du comté de Genesee. Inquiets, les agents se précipitent chez lui. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un enquêteur pénètre dans la pièce de devant. Sur la moquette, il y avait une tache d'environ 20 cm qui semblait être du sang. C'est à ce moment que nous avons su que le corps retrouvé dans la camionnette était celui de M. Johnson. Did you have anything to do with the murder of that couple? No. Can I get you anything else, Mr. Selepak? Souvent, vous n'avez qu'une seule chance de mener un interrogatoire, et rien n'est plus incriminant qu'un individu qui avoue ses crimes. Mais Selepak refuse de parler. Il avait l'impression d'avoir le dessus, mais nous voulions lui faire comprendre que c'était nous qui avions le contrôle. Un interrogatoire, c'est une guerre psychologique. On n'essayait pas de duper Selepak ou de lui mentir, car on savait qu'il était beaucoup trop intelligent. On essayait plutôt de gagner sa confiance, afin de lui donner la chance d'avouer les crimes qu'il avait commis. J'ai vite remarqué qu'il présentait certains traits de psychopathe. Il se croyait plus intelligent que tout le monde. Je n'ai donc pas pu avoir recours aux techniques d'interrogatoire ordinaires. Il avait besoin de satisfaction immédiate. Je lui ai donc dit que c'était sa chance de faire le bon choix pour la première fois de sa vie et d'avouer toute la vérité. I give you a cigarette, you gonna talk to me? One of these fine for you? Normalement, je ne permettrais pas à un suspect de fumer, mais je voulais lui donner l'impression qu'il avait le contrôle pendant un moment. Tell you what, you give me that whole pack. I'll tell you everything you want to know. You'll be famous by 10 o'clock tonight. Soupçonnés d'avoir commis 3 meurtres, Patrick Selepak et Samantha Buczynski sont détenus par les policiers du Michigan. Selepak finit par révéler les détails des meurtres. Patrick avait tout planifié. Il avait prévu de se lier d'amitié avec un homme vulnérable dans un bar alternatif afin de gagner sa confiance et d'avoir un endroit pour se reposer pendant quelques jours. Ils reprennent la route vers le nord, jusqu'à un bar gay de Flint, un des lieux de prédilection de Buczynski. Samantha Buczynski était sortie au Triangle Bar à plusieurs occasions. Elle était très jeune, mais on l'a laissée entrer dans ce bar. Ils font la connaissance de Fred Johnson,
un homme divorcé qui les invite chez lui afin de briser sa solitude. Il faisait confiance à Selepak et à Baczynski. Il les nourrissait, il les amenait faire des courses et il leur donnait de l'argent. Il a permis à Baczynski et à Selepak de rester chez lui pendant quelques jours. Ils se sont racontés des histoires et ils se sont amusés. Selepak commence aussi à partager le lit de Fred. Patrick avait peut-être plus de tendances homosexuelles qu'il ne voulait l'admettre. Mais comme on dit, la fin justifie les moyens. S'il devait coucher avec Fred pour le garder sous le charme, alors c'est ce qu'il allait faire. Mais un article de journal met subitement fin à leur étrange relation. You guys are wanted. You guys killed that couple. So what, Fred? Man. We're not gonna turn ourselves in. Yeah, put you up for 3 days. Go anywhere, Fred. I was like, I don't want to do enough of you. I mean, you're a friend of mine, and I mean, I couldn't even imagine hurting you. This is you. Selepak s'est transformé en ce qu'il avait toujours été, un tueur sanguinaire. Quand Fred s'est levé et s'est dirigé vers la porte, I would not be talking No, like that. absolutely. Nobody's coming anywhere, Fred. What are you gonna do with that? Shoot me too? I tell you what, if you guys don't do the right thing, turn yourselves in, I will. Selepak a pointé son arme sur lui. Grabbed the front door and opened it up and started yelling. And then my finger just hit the trigger twice. And I think both of them hit him. Il l'a abattu sur le perron, en plein jour. Le choc a été si violent que ses lunettes ont volé par terre. Selepak affirme ensuite qu'il a traîné Fred à l'intérieur et qu'il l'a achevé en l'étranglant. Selepak décrit tout aussi candidement les meurtres de Melissa et Scott Barrels. And before I know it, her lips turned blue and she fell to the ground. And when I walked back in the bathroom, and Scott was moving around. I was like, oh, no, now Melissa's not moving, and he's moving. Les aveux spontanés de Patrick à la police sont caractéristiques de sa psychopathie et de son narcissisme. Il voulait que les gens sachent qu'il était un dangereux criminel notoire et il voulait raconter lui-même son histoire. Il relate avec fierté comment il a fait la connaissance de Melissa et comment il l'a séduite. Ils ont fait connaissance sur une ligne de rencontre téléphonique. Il lui rend visite au travail. Et il se rend immédiatement compte qu'il peut la manipuler à sa guise. Il savait que s'il commençait à la fréquenter, il pourrait avoir des renseignements sur le système de sécurité de l'épicerie. Peu après, il a commencé à commettre des vols au magasin. Il a pris une poussette et l'a remplie de rasoirs jetables et d'alcool, qu'il a ensuite revendu à ses amis et ses voisins. Personne n'aurait soupçonné un homme avec une poussette. Ces vols ont décuplé après avoir rencontré Melissa. Naïve serait peut-être le meilleur terme pour décrire Melissa. Elle ne s'interrogeait pas sur les intentions des gens, comme d'autres le feraient. Elle ne voyait que le bon côté des gens. Elle faisait facilement confiance aux gens. Elle avait un grand cœur et il en a profité. Il a vu la vulnérabilité dans ses yeux et il s'en est servi. Mais il ne se contente pas de voler dans son épicerie. Ce qu'ils voulaient vraiment lorsqu'ils ont assassiné Scott et Melissa, c'était usurper leur identité, voler leur argent, leur prendre tout ce qu'ils avaient bâti ensemble et s'enfuir. Patrick et Samantha se sont rendus en voiture chez les Barrels. Et Samantha est repartie. Patrick a frappé à la porte, mais personne n'était à la maison. Alors il est allé à l'arrière et a cogné de nouveau. Personne n'a répondu. Alors il a défoncé la porte d'un coup de pied. Et il a fait comme chez lui. Il s'est assis, il a mangé et il a consommé beaucoup de cocaïne.
in the world? I'm a friend of Melissa's. She said I could come over and... What are you doing here? This is my house. We'll play some video games. We'll play your favorite game. How does that sound? What all this? Come on, man. Come sit down, and I'll explain it. We'll play some video games. We'll play your favorite game. How does that sound? À un certain moment, Scott est revenu du travail, mais on s'explique mal pourquoi Scott ne s'est pas fâché contre Patrick d'être rentré chez lui. Peut-être que Patrick avait un don pour convaincre les gens. Je suis certaine que Salopak pouvait être très charmant. Il lui a dit « Je ne te ferai pas de mal et je ne ferai pas de mal à ta femme », et ça l'a persuadé de faire ce qu'il disait. Mais Patrick avait aussi sur lui 2 fusils d'assaut. Ces fusils ont certainement aidé à le persuader. Ce soir-là, Salopak et Scott vont ensemble chercher Melissa au magasin où elle travaille. Une fois revenu à la maison, Patrick a continué à boire et à consommer de grandes quantités de cocaïne. Sans nouvelles de Salopak, Boczynski commence à s'inquiéter. Elle retourne chez les Barrels. Tell me where those documents are. You keep them here. We need them right now. Scott, Melissa, I want you to tell me where those documents are. I don't know what you're talking about. Your birth certificate, that kind of identification. What do you mean you don't know what I'm talking about? Find them right now. Patrick, what are you doing? What am I doing? You're supposed to wait outside of the car. Puis, les choses se gâtent. Les Barrels ordonnent à Salopak et à Boczynski de partir. Salopak sort de ses gonds et enferme Scott dans la salle de bain avant de tourner son attention vers Melissa. Melissa criait « S'il te plaît, ne me tue pas, ne me fais pas de mal, je suis enceinte, ne me fais pas de mal, je suis enceinte. » Et Patrick l'a étranglée à main nue. Salopak met sa rage sur le compte de la jalousie. Patrick Salopak. Lorsque Patrick Salopak nous a parlé de Melissa Barrels, il nous a dit qu'il était amoureux d'elle, mais que ça le mettait en colère qu'elle ne lui rende pas son amour, et que c'est pour cette raison qu'il l'a tuée. Pendant ce temps-là, Scott était dans la salle de bain et criait « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Okay, this is what I want you to do. I want you to record a new message on the machine and tell everybody that Melissa had complications with the pregnancy. Il convainc Scott que sa femme est toujours en vie et le force à enregistrer un message et à écrire un mot indiquant qu'ils sont partis pour l'hôpital. Ils ont commencé à le frapper avec la crosse d'un fusil, mais la crosse s'est brisée sur sa tête. Il y avait du sang partout, mais il n'était pas mort. Ils l'ont battu pendant un bon moment, mais il ne mourrait pas. Patrick est ensuite allé à la pharmacie. Et il a acheté quelques seringues et une caisse de bière. Ils avaient eu l'idée de le tuer en lui injectant de l'eau de Javel. Scott était éveillé, il a eu connaissance de tout ça. Lorsqu'ils se sont approchés de lui avec la seringue, il a dit « Je vous en supplie, j'ai peur des aiguilles, ne me faites pas ça. » Salopak affirme avoir achevé Scott avec autant de brutalité que lorsqu'il a tué sa femme. Salopak demande à Boczynski de retourner à la pharmacie pour acheter du ruban adhésif. À son retour, ils enveloppent les corps et nettoient le sang dans la salle de bain. Elle a dit que lorsqu'elle est entrée dans la salle de bain pour la nettoyer, ça ressemblait à une scène de film d'horreur. Ils activent le répondeur et fixent le mot à la porte d'entrée. Patrick pensait pouvoir faire croire à leur famille qu'ils étaient partis à l'hôpital, croyant qu'ils pourraient ainsi gagner 2 jours. Ce qui lui permettrait de se débarrasser des corps, d'usurper leur identité et de vendre la maison. Après avoir infligé des tourments inimaginables, les tueurs sont affamés.
Que Samantha et Patrick soient allés manger un sandwich à la dinde juste après avoir tué 2 personnes semble bizarre pour la plupart d'entre nous. Je crois que Patrick éprouvait très peu de remords. C'est un trait caractéristique de la psychopathie. Il avait faim et il est allé manger. Pendant que je regardais Patrick Selepak et que je l'écoutais me raconter les homicides qu'il avait commis, je me suis dit, je suis face à face avec le diable. En février 2006, Patrick Selepak avoue aux enquêteurs qu'il a tué 3 personnes. Mais il tente de minimiser le rôle qu'a joué sa fiancée, Samantha Baczynski. Dans ses premières déclarations, Patrick a affirmé que Samantha n'avait pas participé à la plupart de ses crimes. Mais lorsque les enquêteurs interrogent Baczynski, elle raconte une toute autre histoire. Samantha Baczynski cherchait l'amour et de la compagnie. Elle n'avait jamais eu de copain et Patrick Selepak l'avait approchée. Elle se laissait facilement manipuler et, dans une certaine mesure, Selepak l'a manipulée. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer ce qu'elle était prête à faire pour garder son amour. Elle aussi décrit en détail le meurtre de Melissa et Scott Barrels. Scott était dans une autre pièce lorsque sa femme a été étranglée. Lorsque Selepak tente sans succès de battre Scott à mort, sa petite amie lui donne des conseils. Samantha Baczynski m'a convaincu qu'elle avait eu elle-même l'idée de tuer Scott Barrels avec de l'eau de Javel. Elle a affirmé qu'elle avait appris des notions de médecine à l'école et qu'elle croyait pouvoir le tuer de cette façon. Mais lorsque cette méthode échoue, Samantha lui a mis un sac sur la tête et lui a enroulé une ceinture autour du cou, puis elle l'a étranglé jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Lorsqu'elle a enlevé sa ceinture pour l'enrouler autour du cou de ses victimes et qu'elle a posé son pied sur leur cou et a tiré jusqu'à ce qu'ils cessent de respirer, personne ne la forçait. Il ne faut pas minimiser la gravité de ce genre de violence. Elle l'a fait à 2 reprises. Elle a étranglé 2 personnes de son propre chef. Bien qu'elle ait pu être forcée au début, je crois qu'elle aussi était excitée par le crime, du moins pendant un moment. Si elle voyait Melissa comme une rivale pour l'affection de Patrick, alors la tuer signifiait éliminer sa rivale. Une fois que ce meurtre a été commis, il est possible que Samantha se soit dit « Je suis déjà dans le pétrin à cause d'un meurtre, alors pourquoi pas un autre ?» Baczynski aurait pu signaler les meurtres à la police, mais elle a choisi de garder le secret. Ce soir-là, après la mort de Melissa, mais alors que Scott était toujours en vie, Patrick a quitté la résidence. Il a laissé Samantha Baczynski seule pendant près d'1 demi-heure, mais elle est restée là et a attendu le retour de Patrick. Elle a encore l'occasion de se rendre à la police le lendemain. Ils avaient prévu de retourner aller chercher la boîte qui contenait les preuves et de prendre aussi les corps, pour ensuite aller dans une forêt quelque part pour tout brûler. Mais lorsque Baczynski retourne à la résidence des Barrels, ses projets tombent rapidement à l'eau. Nous avons vu sa Oldsmobile. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas qui elle était. Baczynski confirme que c'est elle qui a eu l'idée d'aller au bar gay. Mais elle n'était pas enchantée de la suite des choses. Patrick dormait avec Fred dans sa chambre à coucher, tandis que Samantha dormait seule dans l'autre chambre. Samantha a plus tard déclaré qu'elle était jalouse, car Patrick passait tout son temps avec l'autre homme plutôt qu'avec elle. Elle semblait avoir besoin de beaucoup d'affection et il s'en est servi. Il l'a rendue jalouse intentionnellement.
Les enquêteurs apprennent que lorsque Selepak a compris que Fred en savait trop et qu'il devait le tuer, c'est Baczynski qui a pris les devants. Samantha Baczynski a verrouillé la porte pour que Fred Johnson ne puisse pas s'échapper. Et lorsque Johnson a tenté de s'enfuir, Patrick Selepak a tiré à 2 reprises. Pendant que Johnson s'en allait en chancelant, Selepak et Samantha Baczynski sont sortis et l'ont traîné à l'intérieur. Samantha est allée chercher un couteau et l'a poignardé. Elle a dit qu'il était toujours vivant à ce moment-là. Puis, Patrick Selepak a pris une ceinture et il a étranglé Fred Johnson à mort. Wrapped him up like he would a burrito almost. And he put duct tape all around that as well. Moins de 3 mois après son arrestation, Patrick Selepak comparaît en justice pour les meurtres de Scott et Melissa Barrels. Patrick Selepak s'est présenté en cour et a plaidé coupable. Il voulait éviter le cirque du procès. Selepak est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais Samantha Baczynski est moins enthousiaste à l'idée d'aller en prison. Elle plaide non coupable au chef d'accusation du double meurtre. Le procès a été très difficile pour la famille des victimes, car les événements du soir où Scott et Melissa sont morts ont été décrits dans les moindres détails. Minute par minute, seconde par seconde, coup par coup. Samantha a tenté de prouver qu'elle était une jeune fille influençable, amoureuse d'un homme méchant qui lui disait quoi faire et qu'elle le faisait, et qu'elle avait peur de lui et de ce qu'il pourrait lui faire. Ce serait pour ces raisons qu'elle a commis ces crimes. Mais cette plaidoirie ne tenait pas, car elle ne l'a pas quitté lorsqu'elle est allée acheter le ruban adhésif. Elle est aussi restée avec Melissa et Scott quand Patrick est parti acheter les seringues. Elle a eu plusieurs occasions de fuir cette relation, mais elle ne l'a pas fait. Pour un tribunal, ça indique qu'elle était libre de ses choix et qu'elle est coupable de ces crimes. Elle a pleuré tout au long du procès. Elle se lamentait qu'elle n'avait pas voulu commettre ces crimes et elle demandait pardon aux parents des victimes. Elle compte sur son fiancé pour confirmer son témoignage. Je pense qu'elle croyait qu'il pourrait payer à sa place. Elle croyait qu'il l'aimait et qu'il le ferait pour elle, mais elle se trompait. Il a ri lorsqu'on lui a fait prêter serment. Il a ri du jury. Puis il a ri de la famille des victimes. Du rire le plus maniaque et troublant que vous pouvez imaginer. Il surprend la cour en refusant de témoigner. Il se moquait éperdument de Samantha Baczynski lorsqu'elle a comparu en cour. Il n'a pas tenté de minimiser son implication. Il savait qu'en vérité, Samantha Baczynski était tout aussi coupable que lui de ces meurtres. Son refus de témoigner pour Samantha était l'insulte ultime envers cette femme qu'il n'aimait pas véritablement. Au plus profond de lui-même, il voue une haine aux femmes. Il doit donc repousser, rabaisser, humilier et finalement détruire toute femme qui s'approche de lui. En novembre 2006, Samantha Baczynski écope de 2 peines de prison à perpétuité pour meurtre prémédité et 2 autres pour l'enlèvement et l'agression d'une femme enceinte dans l'intention de provoquer un accouchement d'un mort-né ou un avortement spontané. Elle avait non seulement l'intention de commettre un meurtre, mais aussi de le dissimuler. Si elle avait fait le bon choix, c'est-à-dire se livrer à la police, il n'y aurait eu que 2 meurtres au lieu de 3. En mai 2006, Selepak plaide aussi coupable au chef d'accusation du meurtre de Fred Johnson et du cambriolage du magasin d'articles de sport. Le juge le condamne à 3 peines de prison à perpétuité.
Il s'est présenté en cours et franchement, il m'a surpris lorsqu'il a dit qu'il plaidait coupable. Il savait qu'il passerait le reste de ses jours en prison, alors il s'est dit « Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça, je suis coupable ». Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. There's a fine line to show emotion when you go through what I go through, sitting in the cell constantly. En mai 2007, Samantha Baczynski reçoit une peine additionnelle de 75 ans après avoir plaidé coupable du meurtre de Fred Johnson. Solopak et Baczynski ne seront jamais libérés. Mais si Solopak n'avait pas été libéré par erreur en janvier 2006, les meurtres n'auraient jamais été commis. Ce monstre a été relâché dans les villes de New Baltimore et de Flint. La fureur populaire contre la Commission des libérations conditionnelles parvient au Congrès des États-Unis. Plusieurs employés des services correctionnels sont mis à pied et une nouvelle réglementation est adoptée. Au Michigan, Patrick Selepak est la figure emblématique qui prouve qu'on ne doit pas libérer un prisonnier avant la fin de sa peine. C'est à cause de cette erreur qu'ont eu lieu ces horribles événements, qui ont mené à la mort de 3 personnes. Je ne crois pas que Samantha Baczynski aurait commis ces meurtres si elle n'avait pas fait la connaissance de Patrick Selepak. C'est le yin et le yang. L'un complète l'autre. Patrick considérait les gens comme jetables. Samantha se soumettait à lui et le suivait.